Bienvenue donc tous pour ce tutoriel sur la hachure directionnelle qui est le sujet de notre troisième cours de technique et esthétique du dessin en période de confinement. Comme je l'ai expliqué dans la petite vidéo précédente, on y va tranquillement, ça ne s'apprend pas en un jour, ce serait illusoire de penser que ça s'apprend en un jour. Quand vous faites l'ascension d'une montagne, vous y allez avec du matériel de sécurité et vous y allez surtout avec votre expérience. C'est-à-dire que là, il faut savoir que si le sujet vous intéresse, ça va pas être résolu en 2 jours et demi. Il va falloir s'exercer et il va falloir se planter et durement se planter pour comprendre comment tout ça fonctionne. Cela dit, on n'a pas tous des tempéraments de hachureurs et on peut faire des dessins absolument sublimes juste au plat de crayon ou à la trame. Donc voilà, pas de nécessité non plus d'apprendre forcément cette technique-là en particulier. Cela dit, c'est intéressant pour tout le monde puisque ça apprend vraiment à éduquer l'œil. Et donc même si vous vous plantez, que vous n'y arrivez pas et que ça ne vous convient pas, c'est quand même intéressant de vous frotter à l'exercice. Alors la première chose que je voudrais vous dire, c'est que avant qu'on commence dans la théorie, le choix de l'outil va quand même être décisif, d'accord? C'est-à-dire que si on utilise un crayon un peu gras, un 6B par exemple, un peu tendre, ou un crayon un peu sec comme un crayon fusain, d'accord, ça laisse des traces quand même assez floues, assez douces, ce qui fait que c'est un outil qui est très tolérant. Les erreurs se voient moins quand on fait un hachurage dynamique avec un crayon sec que quand on le fait avec un stylo noir Rotring. Clairement, il y a des outils qui sont plus ou moins tolérants à l'erreur. Et donc là, c'est à vous de voir. Est-ce que vous avez envie de vous flageller un peu avec un outil très noir où la moindre erreur va se voir ? Et donc ça fait un peu mal, mais ça permet de progresser aussi plus vite. Ou est-ce que vous voulez y aller mollo et travailler d'abord avec un outil un peu tolérant pour pas être trop dans la souffrance quand même ? Autre sujet aussi, attention à la longueur des jeux de hachure. Je vais vous mettre quelques petits exemples là. C'est-à-dire que dans un premier temps, tant que vous êtes en train d'apprendre, travaillez avec des jeux de hachure plutôt courts et pas des longues hachures courbes qui viennent envelopper toutes les formes, etc. C'est beaucoup plus difficile de travailler des hachures très très longues que de travailler des hachures courte. Donc dans un premier temps, on fait de la hachure courte et plutôt aussi droite et progressivement, on apprendra à faire de la hachure courbe et plus longue. Donc ce tuto sur la hachure directionnelle, là c'est que la première partie, d'accord? Il y a trop de choses auxquelles il faut qu'on pense, donc on se concentre là maintenant sur la question du dynamisme des formes et tout ce qui est l'esthétique de la ligne et comment on monte en croisant. On va garder ça pour le prochain tuto et celui d'après. On peut pas parler de tout en même temps, ça fait trop. Alors il faut comprendre que si on devait dessiner là une sorte de prisme, une sorte de cube, d'accord, les arêtes de ce cube nous donneraient d'emblée les tangentes, les fuyantes qui nous permettraient de venir hachurer dans la bonne direction. Imaginez-vous maintenant que ce soit plus un tasseau, une poutre qu'on dessine, mais que ce soit un cylindre. Eh bien en réalité, on peut vraiment s'inspirer, imaginer le tasseau qu'on aurait à la place de ce cylindre pour sentir déjà d'emblée dans quelle direction vont aller nos hachures. La question qui va être très importante aussi à se poser, c'est où est mon œil par rapport au volume que je suis en train de dessiner. Si je regarde le volume du dessus, forcément, les ellipses sont creusées vers le dessous. Si je regarde mon volume par le dessous, les ellipses vont être creusées dans l'autre sens. Si je le regarde par la gauche ou si je le regarde par la droite, tout ça, ça influe énormément notre perception des volumes. Et quand on dessine un corps qui est un ensemble, qui est une entité, mais qui en fait est composé de plein de cylindres différents, plein de cylindres et de sphères et de plans, etc. Donc il va falloir se demander à quel endroit est mon œil et de quel endroit je perçois le volume en particulier d'une cuisse par exemple pour sentir ces ellipses et bien venir les travailler. Alors quand on dessine un corps et qu'on le construit, d'abord on peut le construire vraiment par des grandes formes géométriques, comme si la fesse était une sorte de grande sphère et les cuisses des cylindres, etc. Donc il faut pas hésiter vraiment à schématiser puisque ça va vous aider ensuite dans votre perception de ces volumes. Alors
pensez bien d'abord, en gros, une cuisse égale un cylindre. Évidemment, on verra après qu'il y a plein de muscles qui créent des volumes différents, des arêtes osseuses, des tendons qui créent des plats, etc. Mais dans un premier temps, schématiser pour percevoir la dynamique générale. Et donc, selon que j'imagine cette cuisse depuis la gauche ou depuis la droite, évidemment, ma hachure va tourner dans un sens différent. Selon que je vois cette fesse depuis le bas ou depuis le haut, ma hachure va tourner dans un sens différent. Donc, il est vraiment très important de se demander où est son œil. Et les artistes, en fait, ils ont tendance à faire deux choses. Soit ils placent de manière assez fixe leur ligne d'horizon dans leur dessin, et donc c'est décidé, tout ce qui est au-dessus, ils le voient par en dessous, et tout ce qui est en dessous, ils le voient par dessus, ce qui donne la sensation aussi d'une sorte de massivité, hein, comme si le spectateur était dépassé par la figure dans son entier. Ou alors le dessinateur prend le parti pris de déplacer son œil pour venir dynamiser chaque zone du dessin pour lui donner un maximum de volume. Donc, on peut voir par exemple la cuisse depuis la droite, mais on va voir l'autre cuisse depuis la gauche. C'est envisageable aussi. Je voudrais vous montrer pour commencer ce dessin de Émile Ferris, qui est une artiste, une illustratrice contemporaine absolument formidable, qui a sorti un livre il n'y a pas longtemps qui s'appelle Moi j'aime les monstres, que vous pouvez commander là et lire pendant cette période de confinement. Vraiment merveilleux roman, roman illustré, superbe. Et vous pouvez regarder donc sur la couverture de ce livre, on a un dessin en hachure où tout le portrait est rempli. C'est vraiment ce qu'on va faire ce soir. Ce soir, on va pas s'intéresser aux réserves de lumière. On va vraiment essayer de venir chercher toutes les formes. Et je voudrais vous montrer aussi ce dessin de Gustave Doré, de Lucifer, qui va être vraiment notre point de départ, puisque on va déjà commencer dans l'aile au niveau de Lucifer pour comprendre à quel point on peut passer d'un volume presque cylindrique et progressivement le transformer en une forme plus complexe. Voilà, donc on va démarrer la construction. Je voudrais vraiment que vous ayez un premier brouillon et que vous cherchiez vraiment, que vous schématisiez ce Lucifer par des gros blocs de sphères et de cylindres, en vous demandant de quel point de vue on voit chaque cylindre et chaque sphère, du haut, du bas, de droite, de gauche, etc. Donc c'est vraiment un schéma, hein. Faut vraiment absolument rester dans le schéma. C'est pour vous, c'est pour comprendre, et il est impératif de faire ce travail de recherche avant de le faire au propre. Au niveau de l'aile, on voit bien qu'on peut s'aider vraiment des creusets et des bombés de chaque pan de l'aile pour déjà voilà, vraiment bien sentir les hachures. Et vous voyez que sur un morceau de l'aile, les hachures évoluent, hein, la forme change. Donc il faut faire changer la forme aussi progressivement par le jeu de hachures. On va s'entraîner à tout ça ensemble, hein. Une fois qu'on a fait un schéma vraiment brouillon pour nous, pour mieux comprendre, on va retravailler un peu plus au propre et cette fois essayer de comprendre dans chaque volume spécifique, le bras par exemple, si on a des plans, des bombés plus marqués, etc. et venir mettre toutes les directions qu'on voit. Donc là, on ne laisse absolument pas de réserve dans la lumière. Ce serait trop de se concentrer sur les valeurs en plus. Donc on essaye de comprendre dans quel sens ça tourne, quelles sont les perceptions de cette forme qu'on a, et on peut vraiment chercher des blocs. Donc là c'est le bloc du grand dorsal, on aurait le bloc de l'épaule, le bloc donc du deltoïde, le bloc du triceps, le bloc de la barre abdominale, etc. Donc on peut venir un peu préciser sur chaque sous-forme les directions particulières qu'on a. On n'hésite pas à croiser quand on a plusieurs directions visibles et c'est une sorte de deuxième brouillon un peu plus amélioré avant de travailler de manière plus plus détaillée et plus clean éventuellement dans un troisième dessin. Vous voyez cette tête, on la précise, on la dessine vraiment comme une sphère, hein, en se demandant toujours si on la voit plutôt du dessus ou du dessous. Voilà, et donc dans ce dessin d'Émile Ferris qu'on reprend donc à notre compte, donc on commence toujours évidemment par une construction extrêmement basique. On n'est pas dans un souci de ressemblance, hein, mais on essaye quand même de placer les éléments du visage tels qu'on a pu voir en cours. Et évidemment, il va s'agir donc de sentir les pentes et les liens entre les formes, à quel point on passe par exemple d'une vue d'un front qui est bombé, on a le volume des arcades sourcilières, on a le plat de l'arête du nez, puis une pente dans les
les ailes du nez, un volume plus bombé dans les joues, sous la lèvre inférieure, dans le menton, etc. Donc on va essayer de placer toutes ces formes de bombé et de creuset, et ensuite de sentir les grandes directions globales qui viennent se tisser sur tout l'ensemble du visage et communiquer entre elles. Donc de l'arête du nez, au creux de la joue, à la pommette, etc. Je vous refais un détail en grand parce que j'ai eu un problème de caméra. Donc vous voyez le nez par exemple, si c'est le bout de nez, c'est une sorte de sphère et que je décide de lui donner du volume, je mets mon œil au milieu, ce qui fait que mon ellipse évolue entre le haut de cette sphère et le bas de cette sphère. Hein. La direction de la hachure change. Voilà, au niveau de l'arête du nez, c'est plat et puis on va chercher la pente. Alors évidemment, plus on incline notre hachure dans la pente du nez, plus on donne aussi la sensation d'un nez qui est fin en fait et qui est saillant. Donc évidemment que la perspective va compter. Mais c'est pas une perspective théorique, hein, c'est une perspective sentie qui est vraiment à la portée de tout le monde. Au niveau des lèvres, hein, si on imagine des lèvres de profil, la lèvre supérieure est plutôt plate ici. Donc faut pas hésiter à venir rabattre donc une direction pour aplanir la lèvre. Hein. Et pareil, la lèvre inférieure, elle ressort, elle avance, mais comme un petit plateau aussi. Et donc il y a des hachures plates dessus. Donc on va chercher chaque minuscule petit volume, des grosses boules dans le visage, on schématise pour pouvoir rendre les directions. Voilà, donc là je vous ai refait une petite étude de jambes rapidement pour vous montrer comment les directions peuvent changer évidemment quand on vient sculpter la morphologie ou la complexité d'une forme en particulier. Et puis pour vous donner encore 2-3 infos, je vous ai dit tout à l'heure de faire attention à la fois au choix de l'outil, donc plus il est noir, plus l'erreur se voit, à la longueur des hachures, plus la hachure est longue et courbe, plus elle est difficile à faire. Et je voulais attirer aussi votre attention sur le resserrement des hachures. Plus les hachures sont resserrées, moins l'erreur se voit en fait, et plus la hachure est épaisse également, plus l'erreur se voit. Donc vous pouvez par exemple imaginer des jeux resserrés de hachures au critérium, c'est aussi un très bon outil pour démarrer. N'hésitez pas aussi à utiliser des crayons de couleur pour la séance d'aujourd'hui. Ça peut être plus agréable en fonction de changer de couleur à chaque jeu de hachure perçu. Ça permet d'avoir un dessin un peu plus esthétique, puisque là aujourd'hui on n'est vraiment pas en train de faire du beau dessin. Vous voyez, ce remplissage n'est pas très esthétique, mais encore une fois il est fondamental pour bien comprendre ce qui se joue ici. Une fois qu'on va s'être entraîné, et ça vous pouvez le faire longuement chez vous, hein, une fois qu'on se sera entraîné à avoir senti vraiment tous les plans, évidemment, on va travailler en lumière. Et donc là, il va y avoir beaucoup d'autres difficultés qui vont se poser. C'est-à-dire, non seulement il faut que j'ai des zones de réserve, mais comment je fais pour monter un deuxième passage et venir densifier une obscurité. Et puis surtout, il y a des conflits d'intérêts dans les dynamismes. Imaginez par exemple un bras. Un bras, c'est une sorte de cylindre posé sous une épaule qui elle-même peut être, on va dire, schématisée vulgairement comme une sphère. Ce cylindre et cette sphère, ils sont juste à côté. Donc on peut pas donner une direction à la sphère et une autre direction au bras. Il va falloir que la direction du bras fusionne progressivement avec la direction de l'épaule pour qu'on ait la sensation d'un ensemble. Et donc le sujet de notre prochain cours, ce sera de prendre conscience des conflits d'intérêts pour pouvoir lier les formes entre elles et de pouvoir donc faire des stratégies de hachure pour créer des passages. Au cours suivant, on travaillera vraiment comment croiser au-dessus du premier passage pour venir densifier les ombres tout en enrichissant leur dynamisme. Dans ce premier cours, on se concentre sur la perception des volumes, on place toutes les directions qu'on voit et on va pas faire des beaux dessins, mais on va beaucoup apprendre. Je retrouve mes élèves inscrits sur WhatsApp et pour les autres, je vous dis à la semaine prochaine pour continuer notre travail sur la hachure directionnelle. À bientôt et surtout restez chez vous.